Place maintenant aux tables rondes. La première qui aborde les réalités actuelles de la gestion des sinistres climatiques pour les acteurs de la chaîne de valeur. Car comme on le sait, la gestion des sinistres est variable pour les acteurs, que ce soit l'expert, les entreprises, mais aussi en fonction de la nature du sinistre, comme le rappelait d'ailleurs Stéphane, sécheresse, inondation, etc. Et ce que l'on va voir aussi lors de cette table ronde, c'est en quoi la modification de la loi CatNat va impacter chaque acteur de la gestion de sinistres. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Roussel-Truffy, la responsable risque habitation et outre-mer de France Assureurs. Très bien. Johanna Leplanois, avocat en charge de l'urbanisme, de l'environnement et des énergies renouvelables au cabinet DLGA. Sherman Binko, expert en risques spéciaux chez XI+, et Adventa. Et Emilia Rose, le fondateur de Dronotech. Ah oui, vos slides. Je prends la main. Prends la main. Bonjour à toutes et tous et merci d'être ici avec nous. Je vais commencer par vous, Anne-Sophie. Pouvez-vous nous présenter de façon synthétique la réforme du régime CatNat et son impact sur la vision des assureurs ainsi que sur l'évolution de la sinistralité? Alors bonjour à tous. De façon synthétique, je vais essayer. Alors c'est complexe, soit on est trop synthétique, soit on en dit trop, mais on va essayer. Tout d'abord, je pense qu'il est important de retenir sur la réforme du régime CatNat, c'est que ça ne remet pas en cause les fondamentaux du régime qui demeurent et qui sont donc une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par l'État, donc une intervention de l'État, une obligation d'assurance, en tout cas une garantie obligatoire dans les contrats d'assurance dommage et un encadrement de l'indemnisation. La réforme, donc les grands principes demeurent. La réforme avait pour but en fait d'améliorer un peu certains aspects du régime pour une meilleure protection des sinistrés. Cette amélioration, je pense qu'elle a deux axes. Elle a une plus grande transparence vis-à-vis des sinistrés et une meilleure prise en charge. Sur la plus grande transparence, je pense qu'elle intervient à deux niveaux. Au niveau de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, puisque maintenant il y a une obligation de motiver les arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Donc on l'a vu dans les arrêtés postérieurs à la loi, il y a une motivation. Donc pour que les sinistrés sachent la raison pour laquelle la commune a été reconnue ou non en état de catastrophe naturelle. Et une plus grande transparence au niveau de l'indemnisation, donc ce qui impacte peut-être plus les assureurs et les experts, puisqu'il va falloir communiquer de manière systématique le rapport d'expertise définitif, communiquer aussi pour les sinistres sécheresse les comptes rendus des visites d'experts, ça qui est quand même une grande nouveauté dans cette communication systématique. Il y a aussi tout un aspect d'information sur la contre-expertise, que ça soit dans le contrat ou au moment de la gestion du sinistre. Autre aspect et grand axe de cette réforme, je pense que c'est une meilleure prise en charge des sinistrés. Cette meilleure prise en charge se voit aussi à plusieurs niveaux. En matière de sécheresse, par exemple, on a une prescription quinquennale, alors que jusqu'à aujourd'hui, elle était de 2 ans, comme tout à fait, comme dans l'assurance de manière générale. On a aussi l'intégration des frais de relogement d'urgence. Alors là, c'est aussi un aspect que j'aurais aimé pouvoir vous en dire plus sur le sujet, mais on attend toujours les textes d'application. Donc ça, c'est encore une grande incertitude. On en parlera après sur les conséquences pour les assureurs et dans la préparation. Il y a aussi donc, la suppression de la modulation de franchise, qui n'était pas forcément toujours bien comprise par les sinistrés. Et en tout cas, c'était un aspect sur lequel ils pouvaient
pas réellement intervenir et se sentaient un petit peu sanctionnés. Donc il y a tous ces aspects. Il y a aussi des aspects dans la déclaration de sinistre avec la prolongation du délai de déclaration de sinistre qui passe de 10 à 30 jours et une clarification des délais d'indemnisation. Alors je dirais clarification parce que j'expliquerai peut-être un peu plus en détail, mais ces délais, aujourd'hui on avait un délai global et là il y a des délais plus par étape. Moi, voilà, je considère que c'est plus une clarification que vraiment d'imposer de nouveaux délais, mais en tout cas ils sont précisés dans la loi aujourd'hui. L'impact pour les assureurs, je pense qu'il est de 3 niveaux, je dirais. Il y a un impact de gestion, ça qui est certain, et on en parlera peut-être plus dans le détail. Un impact économique et également un impact, je dirais, un petit peu incertain sur la sécheresse, où c'est une loi qui ne devait pas forcément traiter du sujet, mais on voit qu'il y a quelques dispositions un peu disparates dans la loi sur la sécheresse et dont les conséquences, je pense qu'aujourd'hui, sont difficiles à mesurer. Comme je vous le disais, on attend encore des textes d'application, que ça soit sur les frais de relogement ou sur les franchises. Donc l'impact que je vais donner là, bien sûr, sera adapté aussi en fonction de ces textes. Sachant quand même qu'il y a quand même une crainte, je pense, pour les assureurs aujourd'hui et probablement pour les experts, c'est que l'entrée en vigueur, en tout cas de ces dispositions, c'est 1er janvier 2023, qu'on est mi-septembre, et qu'on sait qu'il n'y a pas encore de texte stabilisé et que pour se préparer, il faut quand même avoir les éléments, et ce qui peut être compliqué aujourd'hui. Juste un petit détail sur l'aspect impact économique. Comme je le disais, il y a des nouvelles prises en charge comme les frais de relogement. Là aussi, c'est difficile à mesurer puisqu'on n'a pas encore aujourd'hui la durée de ce qu'ils appellent frais de relogement d'urgence. Qu'est-ce que veut dire l'urgence quand on est en matière de catastrophe naturelle? Est-ce que c'est pendant 5 jours, c'est pendant 3 mois, ou si pendant 6 mois on n'a toujours pas de toit, c'est compliqué. Donc ça, c'est des points sur lesquels aujourd'hui on n'a pas encore de réponse. Mais il y aura un impact, et je pense qu'on parlera peut-être un peu plus longuement après sur la gestion de cet impact. Merci beaucoup. Et puis je vais me tourner justement vers Johanna. Pourquoi cette réforme et quels sont les principaux objectifs justement? Alors Anne-Sophie a déjà bien répondu. Grande opacité, c'était vraiment ce qui revenait sur la réforme. Donc une volonté vraiment de clarification, tant vis-à-vis des sinistrés, mais il y a également une clarification nécessaire vis-à-vis des collectivités. On n'y pense pas, mais du coup, la CatNat, ça commence aussi dans la commune. Et pour accompagner les communes, il y a eu la mise en place d'un référent CatNat. Donc ça, c'est une des nouveautés également, sinistré, et également administration, qui ne s'y retrouve pas forcément, et donc qui a besoin d'un accompagnement. Donc un référent CatNat au niveau territorial, avec la mise en place d'un rapport à rendre justement sur ces catastrophes naturelles sur le territoire. Opacité, donc du coup la loi CatNat de décembre vient régler le problème avec, comme l'a dit Anne-Sophie, des délais beaucoup plus encadrés, sans que ça soit une grande réforme qui bouleverse l'état du droit existant. Disons que c'est un peu plus contraignant, et du coup ça offre une meilleure garantie, en tout cas juridique, à ces sinistrés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième objectif, alors je ne sais pas si ça en était un, parce qu'en effet, au début, les retraits gonflements des argiles sont apparus dans le cadre de la proposition, ils ont été discutés. Et en fait, au final, à un moment, on attendait vraiment beaucoup de choses de cette loi sur cet aspect-là, sachant que pour l'historique, la loi CatNat est intervenue, du coup, a été promulguée en 82. À l'origine, le retrait gonflement des argiles n'était pas du tout dedans. C'est arrivé, je crois, en 89, un peu plus tard. Et l'explication, c'était la cinétique. Retrait et gonflement des argiles avait une cinétique beaucoup plus lente, et je dirais qui ne justifiait pas son intégration en 82, mais qui a justifié en 89 un peu par nécessité. Et donc on avait un régime qui perdurait, qui n'était pas tellement, le régime CatNat n'est pas tellement adapté finalement à une cinétique lente. Et donc cette loi
20 ans après, enfin même plus, 40 ans, le temps passe vite, avait pour vocation justement peut-être à rediscuter de cette loi sur cet aspect retrait et gonflement des argiles. Il s'avère qu'à la lecture des débats et à la finalité, donc quand on lit vraiment la loi telle qu'elle est ressortie, on peut être un peu déçu du résultat, dans le sens où on n'a rien du tout sur le fond. Finalement, ça a été envisagé pendant les débats, mais je pense que c'était trop compliqué à trancher. Il y avait peut-être une considération de délai également. Et donc, finalement, qu'est-ce qui en ressort sur l'aspect retrait-gonflement des argiles ? Pas grand-chose, à part un rapport, une obligation de rendre un rapport au mois de juin 2022, donc qui est passé. Cherchez pas le rapport, on ne le retrouvera pas. Alors, est-ce qu'il est public? C'est ce qu'on disait. Est-ce qu'il est privé? Est-ce qu'il existe? On ne sait pas. Mais pour le moment, rien. Donc, peut-être plus tard, un rapport avec des communes beaucoup plus exposées qui permettra peut-être une meilleure visibilité, une meilleure prévention, définir un peu ce que sera le retrait et gonflement des argiles dans l'optique prévention et aussi dans l'optique un petit peu sinistralité. Mais voilà, aujourd'hui, la loi, on pourrait être un petit peu déçu sur cet aspect-là. Avec un objectif, je ne sais pas qui était un objectif primordial, en tout cas quand elle a été discutée, mais en tout cas qui a été un objectif évoqué et aujourd'hui qui n'est pas abouti. Est-ce que vous pouvez revenir sur les grands principes et les enjeux justement de la loi portant sur les CatNat ? Anne-Sophie l'a déjà rappelé, vraiment, c'est un dispositif qui est à l'origine justement prévu pour des risques bien spécifiques, acinétiques rapides, avec une imprévisibilité importante. Et du coup, le but, c'était de mettre en place un système un peu innovant en 82 et innovant par rapport à d'autres pays où on demande aux assureurs de prendre en charge des risques naturels, alors que ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Donc ça permet à des sinistrés qui ont un contrat d'évitation de bénéficier justement d'une indemnisation qui ne serait pas prise en charge par ailleurs. C'était justement la question que j'allais adresser après à Anne-Sophie. Quels sont les bénéfices de cette réforme pour l'assuré concrètement ? Alors, on l'a déjà un peu évoqué, pour l'assuré, je pense qu'il va bénéficier quand même d'une meilleure information sur notamment les conditions de reconnaissance, sur les critères de reconnaissance, et une meilleure information tout au long de la gestion de son sinistre, et notamment sur l'expertise. Parce que je pense que c'était visiblement une des critiques qui avait pu y avoir, notamment c'est qu'il connaissait pas ou quelquefois il n'avait pas forcément de nouvelles de son sinistre. Donc là, il y a une information quand même tout le long du sinistre, notamment pour les sinistres sécheresse. Simplement sur la sécheresse, je partage un peu cet avis, c'est-à-dire qu'au moment où on pensait qu'il y aurait des éléments sur la sécheresse dans la loi, puis finalement on s'est dit on remettra ça à un rapport. Il y a la loi 3DS qui prévoit que le gouvernement pourra agir par ordonnance sur la sécheresse, donc dans le délai d'1 an. Donc là, c'est pareil, on se dit qu'il y a des éléments sur la sécheresse. Et finalement, voilà, il y a quand même je pense que tout le monde est un peu... ne sait pas très bien comment prendre ce péril, en fait, et quelle solution trouver, parce que c'est un péril quand même très complexe. C'est vrai qu'il ne répond pas aux mêmes critères que les autres périls. Ceci dit, c'est un vrai enjeu, on l'a vu, comme Stéphane Penel disait, de demain. Donc je pense qu'il faut quand même se poser et le prendre réellement. Moi, la seule critique que je peux faire dans cette loi, c'est que c'est vrai que du coup, ils ont mis 1 ou 2 dispositions sur la sécheresse sans finalement le traiter dans sa globalité. La prescription quinquennale, on ne sait pas très bien non plus quelles conséquences ça va avoir, si ça va un peu complexifier la gestion des sinistres, parce qu'on va avoir des sinistres qui vont... Alors c'est un sinistre de toute façon qui est long dans le temps, mais là la gestion va être aussi très longue. Est-ce que ça va pas aussi complexifier pour l'expertise de rattacher les dommages à tel événement sécheresse? Donc ça, je pense que c'est des difficultés. Et puis l'introduction de la notion d'arrêt des désordres existants en sécheresse. Ma première analyse, c'est que visiblement, ça ne remet pas en cause les pratiques actuelles, mais au-delà, on ne sait pas très très bien encore dans l'impact évoquer les conséquences de cet article et comment concrètement
il va s'appliquer et quelle interprétation aussi en feront les tribunaux éventuellement si à un moment donné ils sont saisis. Et justement, quelle organisation mettre en place pour atteindre ces objectifs qui sont un petit peu du coup complexes? Alors complexe et incertain. Et incertain, tout à fait. Alors côté France Assure, on a quand même essayé de s'organiser et de travailler avec d'abord 2 objectifs quand la loi a été publiée. Un, c'est d'analyser cette loi et les différentes dispositions pour que déjà voir si on avait bien partager un peu l'interprétation qu'on pouvait en faire, parce que je pense que c'est quand même important qu'au niveau des assureurs et des experts, on partage la même interprétation de cette loi. Et 2, essayer d'organiser aussi dans la gestion, pour faciliter la gestion. Comme je le disais, il y a quand même une obligation de communiquer le rapport d'expertise. Aujourd'hui, oui, encore aujourd'hui, puisque ça va rentrer en vigueur au 1er janvier 2023, mais jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, la communication des rapports d'expertise n'était pas forcément systématique. Elle était faite à la demande de l'assuré. Pareil, les comptes rendus de visite des experts pour les sinistres sécheresse n'étaient pas faits non plus systématiquement. Donc ça, on a essayé de travailler sur des contenus types afin que tous les assurés aient à peu près la même information et que les assureurs puissent envoyer ça de manière systématique pour faciliter la gestion. Et comment vous vous préparez concrètement à cette réforme importante, encore plus au-delà de l'organisation? Alors, au niveau de l'organisation, après, peut-être que les assureurs en parleront mieux que moi, parce que moi, je parle au niveau de la fédération. Mais justement, c'était de créer un rapport type inondation commun qu'on a travaillé avec les experts et les assureurs pour le mettre en place. Donc, il est en cours de finalisation et il devrait être prêt pour le 1er janvier 2023. Également, travailler sur les contenus des rapports de visite des experts, savoir d'abord ce qu'on entendait comme rapport de visite, puisqu'il peut y avoir des visites, il peut y avoir aussi après des interventions de géomètres, qu'est-ce qu'on entendait comme visite de l'expert, et puis après voir le contenu, qu'est-ce que l'assuré finalement attend comme information et que les assureurs vont devoir donner, ou les experts, ou les assureurs par l'intermédiaire des experts. Voilà. Merci beaucoup et je vais me tourner vers Sherman. Sherman, quelles sont les nouvelles contraintes pour les assureurs et les experts liées à cette réforme? Allô? Bon, ok. Test. Je dirais que les contraintes que les experts que nous rencontrons sur le terrain, et Anne-Sophie l'a dit, c'est les délais. Les délais qui vont se raccourcir, qui vont automatiquement exercer une pression sur les gestionnaires de sinistres et aussi les experts. Nous savons que dans les nouveaux cadenas, il y a une sinistralité énorme qui est en train d'augmenter, c'est-à-dire sur le coût de sinistre et des dommages que nous avons. Donc, il y a pour nous, les experts, c'est d'un côté, c'est-à-dire de pouvoir s'organiser pour pouvoir délivrer, c'est-à-dire nos rapports au plus vite pour les assureurs, pour qu'ils puissent indemniser. Mais nous avons les réalités du terrain. Les réalités du terrain qui font en sorte que peut-être nous, les experts, nous aurons peut-être des difficultés à pouvoir avoir la possibilité d'être dans les délais. Donc, on a un des éléments, c'est par exemple l'accessibilité aux zones sinistrées qui sont maintenant de plus en plus compliquées quand il y a des crues. Nous avons les artisans. Nous avons vu récemment en Dordogne, dans les 25 communes que nous avons eues, récemment pendant les tempêtes et les grêles que nous avons eues, il n'y avait pas assez de couvreurs pour pouvoir venir en aide à tous les sinistrés. On a dû aller dans les communes voisines pour demander de l'aide, la solidarité à d'autres couvreurs. Et nous avons aussi des facteurs aggravants qui font en sorte que,
à cause il n'y a pas assez de bâchage, par exemple, qui font en sorte qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont faire des fraudes, qui vont offrir des services, 150 € pour un bâchage. Et on a eu des témoignages qui font en sorte, après des tempêtes, ces bâches se sont enlevées et puis il y a eu des dommages encore plus importants. Il y a ça, et il y a aussi dans tout ça, il y a ce côté de discussion qui est en train de se passer, qui font en sorte que pour le moment, rien n'est encore vraiment solide dans notre organisation, c'est-à-dire ce qu'on est en train de vouloir faire. Je sais que la fédération française et la fédération de sociétés des experts et la CEA sont en train de mettre ensemble des plannings, c'est-à-dire des trames de travail pour pouvoir nous faciliter un travail plus rapide, pour pouvoir venir en aide à ces sinistrés au plus vite et pour mettre des rapports en place pour pouvoir indemniser. Donc oui, moi je dirais seulement la contrainte que nous avons, c'est vraiment le délai qui se raccourcit. Et qui fait en sorte qu'on va subir des pressions énormes dans notre travail, pour les experts et pour les gestionnaires de sinistres. Merci beaucoup, Sherman. Johanna, pouvez-vous faire un focus sur le risque d'érosion côtière, dont parlait d'ailleurs Stéphane? Les assureurs peuvent-ils se désengager juridiquement de la couverture de ces zones? Alors, on s'éloigne un peu des assurances quand on parle d'érosion côtière actuellement. Pour redresser rapidement le cadre, l'érosion côtière, le recul du trait de côte, a été abordé pour la première fois de manière législative par la loi Climat et Résilience en août 2021. Et donc, c'est la première consécration de la prise en compte de ce risque et des modalités de prévention, je dirais. On s'éloigne de l'assurance parce que justement, côté État, il y a eu une volonté de s'éloigner du fonds Barnier, du système vraiment CatNat. On n'est pas d'ailleurs dans le titre au niveau législatif risque naturel. On est dans un chapitre érosion, recul du trait de côte. Et il y a vraiment une distinction de toute façon qui a été obligatoire après toutes les affaires qui ont eu attrait au Signal. Donc le Signal, cet immeuble donc, qui a été victime de l'érosion. Et donc on a eu toute une saga, Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Et donc il y a bien une affirmation que le recul du trait de côte n'était pas une combinaison de la submersion et de l'effondrement de falaises. Enfin, c'était vraiment un risque qui n'était pas considéré comme le risque naturel du Code de l'environnement du titre, mais qui était un risque à part. Et donc aujourd'hui, on a eu une loi sur le recul du trait de côte, dans son volet, je dirais, beaucoup plus prévention, avec un nouveau dispositif donc, qui a globalement a vocation à transmettre de l'État vers les collectivités la gestion de ce risque, donc pour un échelon donc vraiment local pour la prise en compte de ce risque et également pour des raisons de financement où il y a parce qu'en fait le recul du trait de côte demain c'est vraiment au niveau budget, c'est vraiment un budget très important qui aurait plombé d'ailleurs tout le fonds Barnier, donc qui a attrait à la CatNat notamment et en lien avec les assureurs. Et donc du coup aujourd'hui on a une dissociation des deux. On a une prise en compte du risque dans son volet prévention avec des outils qui vont être donnés aux collectivités, des baux spécifiques, un droit de préemption vraiment attaché au recul du trait de côte qui pourrait être mis en œuvre par ces collectivités. Mais pour le moment, on a vraiment une dissociation des deux. Les assureurs n'interviennent pas dans la prévention de ce risque. Et si un propriétaire en bordure côtière ne trouve plus d'assurance? Ah ben alors je me retourne vers Anne-Sophie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça va être, je pense que de toute façon, enfin, le problème du recul du trait de côte, et c'est aussi sa justification de non-classement en qualité de risque naturel, c'est que on le voit arriver. C'est vraiment un risque très lent. Et donc, quand aujourd'hui j'achète une maison, ne serait-ce qu'à 50 mètres d'une falaise, je sais que demain, potentiellement, je pourrais être amenée elle pourrait être amenée à être détruite dans 30 ans. Donc,
Je ne sais pas comment les assureurs vont prendre en compte ce risque. Peut-être une petite réaction, non? On va avoir... Après, je pense qu'ils analysent le risque et l'aléa. Est-ce qu'effectivement, si on a une maison qui est au bord de la falaise et que la falaise va s'écrouler certainement dans les 2 prochaines années, oui, il y aura un problème d'aléa et c'est l'analyse de risque de l'assureur de refuser le risque. En tout cas, comme ce n'est pas considéré comme une catastrophe naturelle, il ne pourra pas avoir recours au BCT CatNat. Et Johanna, quels impacts pour les différents types d'assurances? C'est pareil en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment pas appréhendé niveau assurance. Aujourd'hui, c'est plus appréhendé niveau prévention. Et qu'est-ce qui se passe si demain j'ai la falaise au pied de ma maison et ma maison menace de s'écrouler? La collectivité aura justement un peu sur le modèle d'ailleurs des risques naturels, des pouvoirs de police, d'expropriation, de mise en sécurité. Et donc, ça passera peut-être par cet aspect plus que par l'aspect assurantiel. En tout cas, à ce niveau-là. Mais encore une fois, la loi a été adoptée il y a 1 an. On est vraiment au tout début de la prise en compte de ce risque. Donc, à voir comment ça évolue. Stéphane nous parlait justement des territoires outre-mer. Anne-Sophie, pouvez-vous faire un focus justement sur la situation spécifique de nos territoires outre-mer? Alors, Stéphane a déjà donné quelques éléments, mais il me pique un peu. Mais non, de manière plus précise, quand même, c'est vrai qu'il y a des particularités en Outre-mer. Comme l'a indiqué Stéphane, la première particularité, quand même, c'est qu'on a un taux d'assurance qui est quand même beaucoup moins élevé. On a, alors je peux reprendre des chiffres en métropole sur des biens d'habitation, des contrats occupants, on est à 97% de taux d'assurance, donc une couverture CatNat quand même très très large. En Outre-mer, c'est quand même très différent, puisque je pense que les meilleurs élèves doivent être là, à La Réunion, où il doit être à 68%, quelque chose comme ça. Après, on a la Guadeloupe, la Martinique, qui doit être proche de 60%. Et puis, la Guyane, qui doit être à moins de 50%. Et Mayotte, je pense, à 6%, quelque chose comme ça. Donc, on voit déjà qu'il y a une vraie difficulté de couverture sur le risque CatNat. Cette difficulté de couverture, elle s'explique par plusieurs raisons, et c'était d'ailleurs l'objet du rapport. Il y a eu un rapport de l'IGF qui est sorti il y a quelque temps et qui a analysé un peu les causes en fait de ces taux de couverture assez bas. La première cause, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'ailleurs, elle n'est pas tant économique que ça, parce que finalement un contrat multirisque habitation n'est pas un contrat le prix n'est pas si élevé que ça. Après, ça a une cause économique parce qu'on va dire que ce n'est pas la priorité dans le budget qui est contraint. On sait que en Outre-mer, ils ont quand même des prix élevés sur beaucoup de produits, donc ce n'est pas une priorité. Après, je pense qu'une des causes aussi principales, c'est la question de l'assurabilité des biens. Donc, on revient à cette question d'assurabilité des biens, puisqu'il y a un certain nombre de biens qui ont été construits de manière irrégulière. Il y a aussi des biens où la propriété n'est pas très claire aussi. Des biens qui sont exposés à des aléas certains, on va dire. Et puis, enfin, je pense que... il y a certains biens où la valeur vénale du bien est si peu élevée que les gens ne souhaitent pas finalement s'assurer. Et autre élément important sur ces causes, en fait, c'est, je pense que la culture du risque, qui est beaucoup moins forte, alors qu'ils sont très fortement exposés. Je reviendrai, ça c'est ma deuxième particularité sur l'outre-mer, et Stéphane l'a déjà indiqué, c'est que c'est des territoires qui sont très fortement exposés aux risques naturels et multi-exposés. On a par exemple en Martinique ou en Guadeloupe, ils sont très fortement exposés à 6 ou 7 aléas naturels, les cyclones, les inondations, le séisme, le tsunami. Donc c'est un peu le paradoxe, ils sont très peu assurés alors que très fortement exposés. Et puis il y a aussi une petite particularité, une autre, puisqu'il y en a quand même plusieurs sur l'outre-mer, c'est que tous les territoires ne bénéficient pas du régime de catastrophe naturelle. C'est le cas par exemple en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, où il n'y a pas du coup d'obligation, comme on l'a aujourd'hui, d'intégrer dans les contrats d'assurance une garantie événement naturel, enfin nous en l'occurrence catastrophe naturelle.
donc ce qui diminue d'autant plus la couverture assurantielle. Donc ça, c'est une particularité. Il y a quand même la loi, un tout petit point sur la loi 3DS qui a pris 2 petites mesures quand même spécifiques sur l'outre-mer. La première, c'était un état de calamité naturelle, je crois que c'est le terme, spécifique à l'outre-mer et qui permet donc notamment aux services de l'État de prendre des mesures plus rapidement. Une petite disposition qui a été introduite dans cette loi, qui est aussi une conséquence qu'on a remarquée lors d'Irma, c'est de faciliter en fait les procédures de copropriété. Parce qu'on a vu après Irma, l'indemnisation a été très longue, les expertises très longues, parce qu'il fallait réunir le quorum des copropriétaires qui se mettent d'accord pour les indemnisations. Et ça, c'est une mesure, donc on est en état de calamité naturelle. Ces procédures-là seront allégées pour pouvoir permettre une réparation quand même plus rapide. Donc ça, c'est spécifique à l'outre-mer. Et des actions justement de sensibilisation au risque pour inciter déjà les gens à prendre conscience de ce risque et à s'assurer aussi derrière contre ces risques naturels. Merci beaucoup Anne-Sophie, merci aussi Johanna pour ces précisions sur la loi CatNat. Je vais vous laisser découvrir la vidéo du témoignage de Justine Lyotard, télé-experte. Cette année, la grêle a frappé assez fort diverses régions en France. On a vraiment pu le constater à travers les missions que l'on a reçues. Habituellement, on reçoit en mission par jour une 10-15aine de missions. Et là, on a senti vraiment l'impact de la grêle puisqu'on était à peut-être 40, 50, 60 missions par jour. On est encore assez impacté par des réceptions de missions qui sont liées à la grêle. Pour pouvoir absorber en fait tous les flux de missions, il a fallu que l'on revoie un petit peu nos plages horaires pour assurer un maximum la réception de missions et le traitement de sinistres. Quand nous recevons des missions, je dois prendre contact avec le sociétaire pour faire un petit peu le point sur les divers dommages dont il a été victime. Certaines informations qui m'auront été transmises par le sociétaire me permettront de savoir si le dossier on peut le garder à distance, donc faire de la télé-expertise, éventuellement faire de la visio-expertise en fonction des montants des dommages. Et puis, si finalement c'est un dossier qui doit être géré sur place, parce que les dommages sont trop importants et que parfois même le sociétaire a besoin d'avoir une présence physique d'un expert, se sentir rassuré et puis aussi soutenu par son assureur. Merci à Justine et j'ai demandé à Sherman de nous commenter justement cette vidéo et notamment faire un focus sur la gestion des dossiers sur le terrain et à distance. Comment faire? Merci Justine, très belle vidéo. Je voudrais juste faire un point sur cette vidéo. Je crois que je l'ai déjà dit, c'est vraiment les délais. Mais on va revenir sur la vidéo de Justine. Elle parle juste au début, dans sa vidéo, elle parle de la réception des sinistres qui automatiquement, c'est-à-dire pendant les dernières tempêtes, nous avons reçu des très très gros volumes de missions. Il faut savoir que pendant la réception de ces missions, les gestionnaires de sinistres doivent décider si déjà regarder le quantum du sinistre, si c'est nécessaire d'envoyer un expert sur le terrain ou d'aller en visio-expertise. Il faut savoir que nous, les experts, on est demandé par les assureurs d'essayer de réduire nos coûts déjà. Donc, on essaye au maximum de passer toujours en visio quand on peut. Mais il faut savoir que l'expertise, c'est-à-dire ce côté technique que nous avons à apporter, cette plus-value dans l'expertise est aussi nécessaire
souvent quand les dommages sont très importants. Nous avons par exemple, que ce soit sur un particulier, en visio, souvent on se retrouve qu'il y a par exemple, je peux dire des anciens qui n'ont pas peut-être des connaissances avec la technologie, l'utilisation des nouveaux logiciels par exemple, ils auront besoin d'un accompagnement humain, c'est-à-dire soit que ce soit en visio, d'avoir la possibilité d'être vraiment réactif, écouter et pouvoir apporter ce petit côté. Du côté maintenant, dans la gestion, comment c'est décidé, tout est décidé in-house, à la maison, et puis on fait tout un groupe de travail, une cellule de crise est créée pour pouvoir assister les sinistrés. Et quelles sont les conséquences directes justement sur la charge de travail de l'expert? La charge de l'expert, il y a d'abord des gros volumes qui entrent, mais aussi il faut vraiment qu'on se réorganise complètement dans les horaires. Les horaires de l'expert vont automatiquement augmenter, mais aussi les temps passés. C'est-à-dire, récemment, pendant la grêle, il y avait des experts qui travaillaient par exemple les week-ends. Ils travaillaient tard dans le soir. Il y a aussi un impact familial dans le sens que ces experts sont souvent appelés à rester dans ces zones sinistrées un peu plus longtemps. Ils ne peuvent pas rentrer par exemple à la maison. Il y a aussi cet impact-là. Et il n'y aurait pas justement un mode opératoire optimal pour permettre un peu de limiter cette charge? Tout vient vraiment du gestionnaire de sinistre qui reçoit vraiment la mission. C'est vraiment en ce moment-là de pouvoir décider si vraiment un expert, on a vraiment besoin d'un expert pour amener sa valeur ajoutée technique dans ce dossier. Si c'est juste des pertes immobilières suite par exemple à une inondation, tout maintenant peut être fait par des logiciels qui peuvent nous aider à faire des chiffrages à distance. Il y a maintenant des logiciels qui peuvent nous aider à pouvoir tracer par exemple une pièce, savoir combien de mètres carrés nous avons, le contenu de la pièce et pouvoir vraiment aller rapidement trouver ces éléments par exemple dans des magasins similaires pour pouvoir offrir des indemnisations un peu plus rapides. Ça, je pense qu'Emilien reviendra dessus après. Est-ce qu'il n'y aurait pas des éléments qui permettent vraiment de trancher radicalement entre gestion du sinistre à distance ou sur le terrain? Deux choses très simples, la technicité et le quantum. C'est vraiment... Peut-être la couverture aussi, quand vous dites technologie, peut-être s'il n'y a pas de couverture Wi-Fi et qu'on n'y a pas accès, du coup on est obligé de se rendre sur le terrain. Oui, ça aussi. Très bien. Je vais laisser, il y a une seconde vidéo qui va être diffusée avant qu'Emilien, justement, nous précise un petit peu cette technologie. Indeed, there has been a consistent increment trend of natural disasters worldwide, especially those directly linked to weather conditions, which in most is attributed to the severe effects of climate change. As proof, in 2021, flood events showed a 63% increment compared to the previous 20 years average, similar to storm, which portrayed an 18% increment for the same period. During the first half of 2022, sustained rains in Australia caused the costliest disaster in terms of insured losses. Furthermore, extreme heat, drought, and wildfires are increasing in many regions of the world. Scientific evidence is solid and conclusive in that climate change is having a significant effect on the frequency of such events. Data has shown that natural disasters have grown dramatically since 1900, being 70% of these attributed to flood and hurricanes. Climate change is affecting in different ways the sustainability of our economies, development of our societies,
and in summary, our own existence. Extreme heat and its consequences are, in addition to hurricanes and floods, a direct threat to a balanced model of sustainable future, causing flood insecurity and water stress, besides the direct impact in infrastructure and property. In terms of the insurance industry, natural catastrophes represent 15% of global causes of loss by value of claims. Disasters associated with the passage of hurricanes over the Caribbean and Asia have been illustrative of the severity of such type of events, which as per trends are occurring often and with an even greater power of destruction. Hurricane Sandy in 2012, Maria in 2017, Irma 2017, Ida in 2021, or Michael in 2018 are just examples of severe storms which touch inhabited or developed land and cause an average loss of $68 billion US. Indeed, I took care of several losses in Puerto Rico, directly and indirectly, due to the impact of Hurricane Maria in 2017. The logistic during the first 2 months was the most important aspect to solve. Access to most of the location was very limited, while the whole island was having shortage of power, communication, and water. Another important experience that all of loss adjusters live in Puerto Rico was the lack of enough experts to support the assessment of losses in buildings and machinery. Finally, and not less important, was the compliance with legal requirements in Puerto Rico, which is a U.S. territory, and therefore it is mandatory to count with a U.S. status to work, in addition to having an authorization to work as a loss adjuster. On le remercie. Je vais me tourner du coup vers vous, Emilien. On parlait des nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi les drones et le scanner 3D, par exemple, sont des nouveaux outils techniques pouvant permettre d'assister l'expert lors d'un événement de grande ampleur, comme on a pu le voir? Alors là, on a vu les différents intervenants, le dernier là, qui était en vidéo, et Sherman, qui ont parlé de leurs difficultés lors des interventions après sinistre. Déjà, ça permet de répondre aux 2 ou 3 grands points de peine qu'on a pour le premier sinistre. Le premier, c'est le délai d'intervention. Je suis un ancien expert d'assurance. Je me suis retrouvé effectivement sur des sinistres, notamment des tempêtes, je pense à Xynthia, où je me suis retrouvé pendant 1 semaine dans la même ville à faire quasiment toute la même rue, de maison en maison, pour aller voir chacun des assurés, 1 à 1, à peu près 10 à 15 rendez-vous par jour, sur 1 semaine, une 50aine de rendez-vous. Avec un drone, c'est ça qui m'a donné effectivement de créer cette société d'inspection par drone. Je me suis rendu compte que je n'avais qu'à appuyer sur un bouton et en 40 minutes, je revenais avec toutes les données de toutes les couvertures, de tous les risques que j'avais inspectés. Moi, j'intervenais à l'époque pour un assureur spécifique qui était très exposé sur cette région-là. Mais en fait, je me suis rendu compte que d'autres assureurs auraient pu profiter aussi de cette information-là et apporter des réponses quasiment instantanées, même avant même que les assurés puissent présenter des réclamations à leur assureur. Simplement avec une adresse, une imagerie drone extrêmement précise, où on voit des détails qui sont gros comme quelque chose de l'ordre d'une pièce de 5 centimes. En fait, pouvoir évaluer, prendre des surfaces, prendre des mesures, ne plus faire déplacer d'entreprise, donc compresser ce délai de gestion de sinistre à travers des technologies qui sont aussi au service de l'expert, qui va pouvoir non plus perdre du temps finalement en déplacement, ou passer une première fois, voir très rapidement les dommages, puis passer à celui d'après, voir encore, puis finalement avoir besoin de repasser pour pouvoir clore son dossier. En fait, le drone va pouvoir finalement apporter aux experts la possibilité d'être beaucoup plus efficients sur leur mission, d'avoir aussi une vue précise, c'est-à-dire que, comme on le signalait tout à l'heure sur les télé-experts, on reçoit 50 missions par jour, avec 50 adresses. Si on voit effectivement qu'il y a une concentration effectivement de sinistres à un même endroit, c'est le sujet sur lequel on va travailler d'ailleurs avec ICSI, on va pouvoir en fait regarder effectivement ce qui nous paraît prioritaire, vérifier visuellement si c'est un sinistre qui mérite effectivement le déplacement d'un expert, ou le cas échéant, si on peut envoyer une entreprise partenaire ou évaluer par rapport à un devis qui nous est présenté sur pièce finalement.
Et est-ce qu'il y aurait une réduction des coûts, justement, pour l'assurance et les collectivités locales d'utiliser des outils comme ceci plutôt que d'envoyer l'expert à chaque fois? Alors, réduction des coûts, ça dépend où on se place, parce qu'on sait que sur finalement le coût d'un sinistre important, par exemple en grêle, où on a de temps en temps des réclamations, moi ce que je vois c'est entre 250 000 et 1 million d'euros sur des gros risques industriels par exemple, finalement le coût de l'expertise est assez mineur par rapport au coût des dommages. Ce qui coûte très cher, c'est les pertes d'exploitation, c'est le relogement, et c'est aussi la peine des assurés de ne plus pouvoir occuper leurs biens et d'être effectivement dans une situation difficile. Donc dans ce cas-là, oui, on peut faire finalement pas une économie, mais on peut avoir un véritable avantage à utiliser ce type de technologie, aussi bien pour répondre aux besoins de l'assurance, surcharge de travail qu'ont aussi les cabinets d'expertise face à ces événements. Là, le cas typique de Porto Rico, moi je l'ai vécu parce que j'ai été appelé par des clients pour venir travailler à Porto Rico quand j'étais à Saint-Martin-Irma. Je n'ai pas pu y aller parce que je n'avais pas ces visas de travail qui m'ont permis effectivement de déployer mes équipes à Porto Rico. En fait, en permettant de déverrouiller, peut-être même simplement en investissant plus sur des sujets comme la prévention, sur l'anticipation des réclamations qui vont être présentées par les assurés, en fait, on va pouvoir passer ce qu'on va pouvoir réduire, c'est pas vraiment le coût du sinistre, c'est le coût de gestion du sinistre. Mais on sait que le temps, c'est de l'argent finalement. Donc, si on sait indemniser un sinistre quand l'assuré décroche son téléphone finalement en quelques minutes, c'est là qu'on va gagner des points, c'est là qu'on va faire des économies, c'est là qu'on va pouvoir en traiter plus, et c'est là qu'on va apprendre à être résilient face à ce type d'événement. J'avais une autre question qui était sur les opportunités, mais j'ai l'impression que vous l'avez déjà quand même pas mal traité. Alors je vais prendre la question inverse. Dans quel cas on ne peut pas l'utiliser, ce drone? Alors, il y a beaucoup de cas où ça n'a pas beaucoup de sens de l'utiliser, notamment sur les petits sinistres qui peuvent être vraiment réglés par téléphone. Je pense à le cas typique qu'on a tous vu en tant qu'expert, c'est l'agriculteur qui a un bâtiment qui est tapé par la grêle ou par une tempête et qui dit « je vais réparer moi-même mon toit ». Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de passer avec un drone, on n'a pas besoin d'aller dans un endroit isolé pour aller faire cette captation, on a juste à passer un coup de fil, trouver un accord avec l'assuré et régler le sinistre. Et beaucoup de sinistres aujourd'hui en grêle ou en catastrophe naturelle sont gérés de cette manière-là. Mais il y a aussi beaucoup de sinistres qui reviennent parce que c'est très dur en fait d'évaluer sans voir. Donc c'est pour ça qu'il y a des nouveaux outils, dont la visio-expertise, dont le relevé par drone, parce que finalement l'inspection par drone, c'est une sorte de télé-expertise d'une certaine manière. Ça permet en fait d'évaluer à distance des dommages et de pouvoir en fait augmenter les capacités de l'expert à absorber plus de réclamations et gérer plus rapidement des sinistres. Merci beaucoup, Émilien. Sherman, on l'a vu, il y a un vrai impact psychologique à ces sinistres et c'est normal. Comment est-ce que l'on gère cet impact sur les humains et puis aussi sur la biodiversité? Je vais rebondir un peu sur ce que Émilien disait. Et puis, c'est cet accompagnement à distance sur le quantum et tout, mais il y a aussi un accompagnement humain. C'est-à-dire, pour nous les experts, quand nous travaillons déjà avec, par exemple, des sinistrés, ils se sentent accompagnés. On peut voir un exemple récemment des derniers sinistres, c'est que beaucoup des assureurs ont envoyé, par exemple, des agents locaux pour aller assister des sinistrés. Il y avait même qui envoyaient des assureurs, je ne vais pas citer les noms, qui envoyaient des trocs pour se positionner dans certains endroits des communes pour que les assurés puissent venir. Et pour les assurés, ils se sentaient un peu accompagnés. Ils ne se sentaient pas délaissés avec tout ce qu'ils avaient perdu, ils ne se sentaient pas délaissés. Mais ces personnes-là ont une formation spécifique ou pas pour accompagner? D'abord, je sais qu'il y a une formation qui est en train de se préparer. Je sais qu'il y a une formation qui se prépare avec la Fédération française et tout le monde dans le background en train de mettre une formation en place pour vraiment former certaines personnes spécifiquement à ça. Mais pour le moment, c'est vraiment cet accompagnement humain que les assureurs recherchent. Parce qu'il faut savoir aussi que les assureurs sont notés maintenant, nous sommes dans un monde technologique avec des likes, avec des commentaires sur Google, sur quelques références et tout. Donc, du coup, ils sont vraiment pointueux à ce que leur image soit vraiment soignée.
Donc, chez nous, l'impact que nous avons chez nous, les experts, c'est que nous devons, sachant que nous sommes la personne entre l'assuré et les assureurs, nous devons aussi représenter l'assureur dans nos démarches. On a parlé, par exemple, du relogement automatique qui est en train de vouloir se mettre en place dans la réforme. C'est quelque chose qui est super important, par exemple, pour certains assurés. Parce qu'avant, tous les polices d'assurance n'étaient pas écrites de la même manière. Donc, tout le monde n'avait pas peut-être droit à ça. Donc, il y a ce côté où les assureurs, ça va jouer aussi très, très bien vu pour les assurés, c'est-à-dire de voir les assureurs comme vraiment une aide quand ils sont dans une situation vraiment de détresse, d'avoir perdu par exemple des biens, des animaux, des souvenirs. Donc, il y a ça qui est important. Et il y a aussi ce côté où les assureurs sont en train de mettre en place des suivis psychologiques, par exemple des sessions, par exemple sur Doctolib, pour parler à quelqu'un rapidement, pour essayer d'en parler des pertes qu'on a reçues. Donc, il y a tout ce système. Et nous, les experts, pendant ces missions, c'est d'être plus près des sinistrés et de leur dire, écoutez, il faut aussi regarder votre police, qu'est-ce que votre police dit, qu'est-ce qu'on peut vous offrir. Et c'est maintenant de plus en plus quelque chose que les assureurs sont en train d'essayer de vouloir mettre en place pour pouvoir porter les sinistrés. Et quid du monde animal qui a lui aussi été un peu bouleversé? Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est prévu? C'est compliqué. C'est complexe, c'est très complexe. Pour nous, comme je veux dire, nous les experts et que les assureurs, nous sommes dans le côté un peu humain. Ce sera plus des fondations, des associations, voilà. La SPA qui sont... C'est ça. Donc, il faut voir peut-être des sinistres qui sont passés peut-être dans ces fondations et tout, comment les animaux ont été impactés et tout. Donc, là, tout vraiment dépend des assureurs et comment ils interprètent ce côté, quoi. Je vais revenir avant de passer aux questions du public, juste sur un épisode comme on a eu récemment, comme la grêle. Quel est votre mode opératoire, Émilien ou Sherman, ou les deux d'ailleurs, pour intervenir sur ce type d'événement? Je vais parler un peu par exemple de l'inondation, c'est vraiment mettre en place un chef d'équipe pour pouvoir organiser. Et surtout avec toutes les demandes, en fait, quand soudainement, il y a tout le monde qui est impacté par un événement comme ça. Voilà, ça, et vraiment avoir une bonne connaissance du territoire, de la région impactée. Est-ce que c'est possible pour nous, les experts, d'y accéder? Si ce n'est pas possible, c'est vraiment de maintenant trouver des solutions, voire par un milieu, pour pouvoir accéder à ces trucs. Il pourra peut-être dire un peu plus. Justement, vous travaillez main dans la main, j'imagine, à ce moment-là. Oui, alors là, effectivement, nous, on est souvent contactés par des experts lors des sinistres grêles. Donc, nous, on est complètement indépendants du monde expertal. On est vraiment orienté sur l'expertise après sinistre à l'aide de drones et de scanners 3D. Mais en gros, quand on entend parler d'un événement comme à Châteauroux ou à Vichy, nous, la première réflexe qu'on a, c'est de lancer des autorisations de vol sur les endroits qui sont les plus impactés. Donc, on appelle dans un premier temps nos clients qui sont cabinets d'expertise, qui nous donnent des informations sur qu'est-ce qu'ils reçoivent, sur quelle commune, quelles informations, où est-ce que ça tombe, où est-ce qu'il y a des dommages, où est-ce qu'il y a des déclarations de sinistres importantes. À partir de là, nous, on concentre des zones sur lesquelles on va se dire cette zone-là va être intéressante effectivement à cartographier. Et généralement, souvent, c'est 1 semaine, 2 semaines après, on commence à voir les premières missions et les premières demandes qui tombent pour des levées de doute. La plupart du temps, on n'est pas consulté en premier lieu pour les inspections par drone. C'est souvent quand il y a une contestation ou une réclamation complexe par l'assuré qui est présentée. On pense notamment à des inspections sur des couvertures fibrociment, sur des bacs à lu, sur des couvertures de châteaux, sur lesquelles on a des réclamations qui peuvent dépasser les 200 000 € assez facilement, et sur lesquelles on va pouvoir produire ce type de cartographie, sur lequel on va avoir un détail de désordre assez important.
sur lequel on va pouvoir se positionner, prendre des mesures et avoir des coefficients d'impact sur les couvertures. Cette donnée après est transmise à l'expert qui fait son chiffrage et qui va pouvoir se positionner sur réclamation de l'assuré. Merci beaucoup. On les applaudit tous bien fort. Pour toutes ces données passionnantes. Et puis, je vais vous laisser alors adresser vos questions. J'imagine que vous en avez pas mal. Ah bah, ça commence. Peut-être. Alors, les autorisations de vol sont... En fait, on doit faire une demande d'autorisation de vol en premier lieu à la préfecture. Oui, c'est pas... Sinon, moi, je peux le passer. Hein. Moi, je peux passer. Je demandais qui donnait les autorisations de vol. Alors, nous, on dépose des demandes d'autorisation de vol auprès de la préfecture. Donc, pour l'exemple, par exemple, dans Paris, on fait une déclaration auprès de la préfecture de police de Paris et en parallèle, on fait une demande d'autorisation dans l'espace aérien. C'est-à-dire ça peut être soit avec Issy-les-Moulineaux, soit avec le Bourget, soit avec Croissy. Dans certains cas, ça peut être avec l'armée. Dans d'autres cas, ça peut être avec d'autres entités qui doivent donner une autorisation pour le survol. Je pense qu'en vol à proximité d'ambassades ou de sites de production d'énergie, ce type de choses, on a des autorisations spécifiques. Donc nous, on lance les demandes d'autorisation de vol. La seule chose qu'on peut demander aux clients dans certains cas, c'est un bon de commande signé, une autorisation du propriétaire du site pour pouvoir voler sur le site, pour montrer patte blanche. Et en gros, il faut au minimum 5 jours ouvrés pour pouvoir intervenir, sauf en cas d'urgence. Et je crois qu'il y a une question par ici. Je vais peut-être prendre un... Bonjour, moi j'interviens plutôt dans le domaine de la construction. On a des délais légaux et vous avez fait part d'une pression sur les délais. Vous avez des délais légaux également ou c'est juste des délais de gestion? C'est dans la Qui Sophie. Alors, la loi a introduit des... Alors, il y avait déjà dans la loi de 1982 des délais, mais qui étaient très généraux. Il fallait 3 mois pour à compter de l'état estimatif, donc c'était pas très très clair d'ailleurs. Et là, la loi précise des délais. Donc, il y a un premier délai pour informer l'insuré, il y a un délai pour saisir l'expert, il y a un délai pour le dépôt du rapport et un délai pour le paiement de l'indemnité. Une autre question. Oui, bonjour. Quid d'un événement type Alex? Alors, je parle non seulement des délais, mais aussi de l'intervention d'une société comme Dronotech. D'abord, les délais. Pouvoir accéder au site lui-même a été très compliqué en octobre 2020, parce que tout simplement, les routes étaient coupées. Il n'y avait qu'un chemin à pied. On pouvait prendre le long des rails, et encore c'était pour aller sur Braille-sur-Roya, c'était pas pour aller sur Saint-Martin-Vésubie. Alors la question c'est les premiers délais pour avertir l'assuré ou autre, à partir de quand est-il lancé? Est-ce que c'est au moment de l'arrivée d'Alex, ou est-ce que c'est au moment où les communications sont enfin rétablies physiquement sur le lieu? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez pu, vous par exemple, est-ce que vous avez été impliqué dans l'événement Alex? Est-ce que vous avez pu vous rendre sur place? 2 questions. Alors, d'abord sur les délais, de mémoire, il me semble que le délai, c'est à partir, on est dans le cadre du régime CatNat, donc il faut qu'il y ait un arrêté. Donc c'est à partir du moment où il y a un arrêté, ce qui laisse quand même un tout petit peu plus de temps, parce que, mis à part en Corse, sinon les arrêtés sont pris quand même un petit peu, il y a certains délais. Donc ça laisse quand même le temps, en tout cas, voilà, au moins que les routes et les accès soient rendus possibles. Donc ça, c'est pour le délai. Oui, déclaration de sinistre. Juste, à contrario, j'ai envie de dire que, sauf erreur de ma part, je crois que dans la loi, il n'y a aucune sanction actuellement. Si ? Alors, non, il n'y a pas de sanction dans la loi, sauf pour le versement de l'indemnité, qui est le dernier délai. Dans les 21 jours, hein, qui est court. Ah oui. Pour répondre spécifiquement au cas Alex, nous on n'est pas intervenu sur site. Il s'agit d'une inondation. Souvent, donc, on intervient dans l'inondation, c'est bien après, quand l'eau est repartie et qu'il y a effectivement des problèmes d'éboulement ou d'autres choses. Nous, on n'est pas intervenu en urgence sur ce sinistre précis. Dans d'autres cas, pour répondre au délai et à l'accessibilité, je peux vous parler par exemple du cas de Saint-Martin, sur lequel j'ai été très présent et sur lequel on avait des
des sujets aussi d'accessibilité, notamment sur des villas qui étaient complètement recouvertes de végétation, de débris sur lesquels les externes ne pouvaient pas aller. Dans ce cas-là, en prenant une distance assez importante avec le risque et les risques, et le drone, on a pu visiter à distance, une distance de l'ordre de 150 mètres, le risque en étant de la voirie. Dans d'autres cas, effectivement, certains de nos clients nous demandent d'utiliser d'autres types d'imagerie quand on ne peut vraiment pas y aller. Je pense notamment à l'imagerie satellite qu'on nous demande de temps en temps de produire sur certains types d'événements. J'ajouterais juste, me corrige Anne-Sophie, hein, que en fait dans les délais, les délais pour l'assurer, c'est-à-dire faire une déclaration de sinistre, elle sera un peu plus allongée. Donc, dans la nouvelle réforme, donc, ce qui fait en sorte qu'il y aura un peu plus de temps, je crois 30 jours, qui seront donnés à l'assuré de pouvoir, et on espère, par exemple, avec des inondations, que là, au moins, l'eau sera déjà partie, que les gens qu'on pourra avoir accès à ces territoires pour pouvoir déjà ça. On les applaudit encore bien fort et puis on se retrouve dans 30 minutes.